Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Émission très spéciale aujourd'hui puisqu'elle m'a été inspirée par une question dans la section commentaires de notre dernière ou avant-dernière vidéo. En effet, on me demandait, et je remercie la personne qui l'a fait, on me demandait pourquoi je suis royaliste. En fait, je me rends compte que ça aurait probablement dû être le sujet de ma toute première émission, mais je me suis contenté jusque-là de donner quelques éléments de réponse à travers mes vidéos sans essayer de répondre directement à cette question. C'est dommage, mais je me propose de pallier à ça aujourd'hui en essayant de vous exposer les raisons pour lesquelles je suis royaliste. Je précise que je parle en mon nom propre et non pas spécialement du coup au nom du Cercle Richelieu qui compte désormais 2 nouveaux membres. Nous étions 3, nous sommes 5 désormais. Je remercie, je félicite les nouveaux membres et je vous encourage à nous rejoindre. Donc c'est très simple pour ça, soit vous nous contactez via notre adresse email, soit vous nous contactez via en message privé sur Facebook et nous vous répondrons le plus tôt possible. Donc revenons-en à la question de cette émission spéciale aujourd'hui, pourquoi je suis royaliste. En fait, je vois 2 catégories d'arguments à développer sur le sujet. D'un côté, les arguments liés à la spiritualité, à l'ésotérisme, qui sont les plus importants pour moi, et de l'autre, les arguments qui concernent davantage la théorie de l'État et de l'action de l'État. Je vais donc commencer par ceux qui touchent à la spiritualité et à l'ésotérisme, car comme je l'ai dit, ils sont les principaux pour moi. Et je sais que beaucoup de gens n'écoutent pas toute l'émission, mais seulement une partie, généralement le début. Donc il me semble vital de traiter de ce point en premier. Pour moi, personnellement, la royauté est le régime politique qui a le plus de liens avec la spiritualité. Il est l'exact opposé du régime républicain, qui est lui l'incarnation du matérialisme. Ce n'est pas simplement une question de religion. Bien évidemment, vous le savez si vous m'écoutez souvent, je suis catholique et je considère que la religion catholique est un des fondements de la royauté française, mais il ne s'agit pas de cela, ou du moins pas que de cela. La spiritualité est bien plus vaste que la religion, qui n'en est que l'incarnation matérielle. Je considère comme de première importance que le chef de l'État puisse croire sincèrement qu'il sera jugé pour ses actes en tant que gouvernant, et qu'il a quelque chose au-dessus de lui qui n'est pas le président de la Commission européenne ou le secrétaire général de l'ONU. En fait, le terme juger, maintenant que j'y pense, n'est probablement pas le bon. Je doute que le divin ait une manière de considérer ça qui se rapproche de celle des hommes. Mais dans tous les cas, le roi croit qu'il aura à rendre compte de son règne auprès de celui qui lui a délégué son pouvoir sur terre. De plus, concernant la spiritualité, j'aimerais vous conseiller, pour bien comprendre la position particulière de la royauté, de vous référer au livre de René Guénon sur le sujet, notamment Le roi du monde, le règne de la quantité et révolte contre le monde moderne. Pour ceux qui ne connaissent pas René Guénon, je dirais simplement qu'il est un métaphysicien soufi, donc musulman, qui a beaucoup écrit sur les cycles et la tradition primordiale, notamment la tradition issue de l'hindouisme. Et pour moi, il comprend parfaitement ce qu'est la représentation symbolique de leur royauté. Notamment, j'apprécie beaucoup son livre sur le règne de la quantité, dans lequel il oppose les sociétés modernes, qui, elles, font régner donc le principe de la quantité au détriment de la qualité, qui s'oppose au régime traditionnel, dont la monarchie est la représentation, on va dire, la plus directe, qui eux font prévaloir le règne de la qualité. Mais mon choix, en tout cas le choix qui me pousse vers la royauté est aussi motivé par des arguments plus profanes, comme on dit, qui ont trait à la théorie de l'État et à l'histoire des idées politiques. Premièrement, je considère que le roi est le meilleur garant de l'indépendance de l'État et de ses intérêts. Oui, alors je sais, certains vont me dire que les royaumes d'Espagne ou royaumes britanniques ne sont pas nécessairement sur ce point dans une meilleure situation que nous ne sommes avec la Ve République. Mais pour moi, les royautés que je viens de citer s'apparentent plus à des républiques couronnées qu'à de véritables monarchies. Et malgré cela, je pense qu'elles auront
fait moins de mal, qu'elles auront moins de mal, excusez-moi, à se sortir de l'influence de l'Union européenne si tout finit par partir à volo. En tout cas, elles auront moins de mal que ne le pourront les républiques, et particulièrement la République française. En tout cas, le roi aura intérêt à retrouver son indépendance. Une indépendance qui lui offrira plus de place dans le processus politique. Il aura plus de raisons de souhaiter cette indépendance qu'un président de la République qui n'est là que pour un temps et qui appartient à un système qui est issu de ce temps. Système qu'il ne peut pas trahir, sinon il y a peu de chances qu'il puisse être réélu. Deuxième point, dans les questions plus matérielles, plus profanes, l'absence de démagogie. Le roi peut se permettre de faire ce qu'il pense devoir faire pour le bien du pays, et non pas ce qu'il pense devoir faire pour avoir à se faire réélire, ou simplement pour obtenir une popularité factice. Factice parce que issue des instituts de sondage. Et là, c'est le principe même de l'élection qui fait tâche. Le vainqueur d'une élection, quelle qu'elle soit, n'est jamais le plus noble, mais plutôt celui qui est le meilleur politique, le plus démagogue, celui qui a reçu le plus de soutien financier. Et fatalement, celui-ci ne peut pas gouverner comme il convient, ou même comme il souhaiterait le faire dans son fort intérieur, mais plutôt comme on lui impose de le faire. Vous savez, on a eu de multiples exemples de ça, et un des plus importants, c'est François Mitterrand, qui est un homme qui fondamentalement est, disons-le, plutôt de droite à la base, et qui, une fois élu, a louvoyé dans sa politique. Je pense qu'il avait une réelle tendance chez lui à vouloir l'indépendance, la souveraineté, mais il l'a bradé parce qu'il savait qu'étant élu, en plus élu comme représentant du Parti Socialiste, il ne pouvait pas agir nécessairement de la manière dont il aurait voulu agir. En tout cas, c'est ce que je pense. Troisième point, le roi, c'est le roi ou la reine d'ailleurs, c'est le symbole de l'unité du peuple. Le président de la République est élu par une minorité, quel que soit son mode d'élection. Suffrage universel indirect, c'est-à-dire par des élus, ou bien au suffrage universel direct, c'est-à-dire par le peuple lui-même. Fatalement, une partie de la population n'est pas représentée. Elle ne peut qu'être mécontente du résultat final de l'élection, c'est une obligation. Le roi n'est pas élu, il est donc naturellement le représentant de son peuple, car il n'appartient à aucun parti. Vous savez, ma femme est, comme j'ai dit, est liée au monde anglo-saxon, et elle a beaucoup d'amis anglais. Et je peux vous dire que je les ai souvent entendus dire qu'ils étaient heureux que la reine soit là pour garantir une neutralité au sommet de l'État, malgré les changements de majorité. Et ça nous mène d'ailleurs à mon dernier point. La monarchie s'incarne dans une vision du pouvoir sur le long terme qui s'oppose à une politique à court terme dépendante des élections. Le roi, c'est l'assurance d'avoir un pilier immuable dans l'État, un roc sur lequel se brisent les vagues des aléas de la vie politique. Alors je sais, chers amis, certains diront oui, mais si c'est un mauvais roi et qu'il prend les mauvaises décisions. Premièrement, il est difficile de définir réellement ce que sont les bonnes et les mauvaises décisions. Mais je préfère un roi qui prend les mauvaises décisions parce qu'il est persuadé d'agir pour le bien de son peuple, qu'un président de la République qui va occasionnellement prendre peut-être de bonnes décisions, mais motivé pour de mauvaises raisons. De plus, j'ajouterais que malgré ce qu'on peut lire à droite à gauche, malgré ce qu'on peut entendre parfois, les rois de France sont, dans leur immense majorité, premièrement, ce n'étaient pas des décérébrés, loin de là, ça a été plutôt des bons rois. On a eu quand même une lignée de rois qui était malgré tout assez bonne. Et les rois de France ont généralement plutôt agi dans le sens du bien commun de la France et des Français. Alors certains me diront, oui, et toutes les guerres auxquelles ils ont participé, c'est malheureusement à d'autres époques, le Moyen-Âge, la Renaissance, etc., ce sont ces guerres qui ont fait que nous avons des frontières, ce sont ces guerres qui ont fait que nous avons été à une époque une puissance démographique au sein de l'Europe. Ce sont ces guerres et c'est toute cette histoire qui ont fait que la France a une place à part parmi les nations dans le monde. Si on regarde encore une fois la lignée des rois de France, globalement,
on y voit un ensemble de rois qui ont été, somme toute, bons, voire parfois très bons, à des époques différentes. Je veux dire que le destin, ou en tout cas le divin, le principe divin, a plutôt bien fait les choses à ce niveau-là, en nous donnant une lignée de rois qui ont bâti un pays puissant beaucoup plus que ce que sa démographie actuelle, ce que ses frontières actuelles ne laisseraient présager. C'est vrai, vous savez, Giscard disait la France est une grande puissance moyenne. Bah, ça me fait de la peine de le dire, mais il n'a pas tout à fait tort. Il faudrait pas que ce soit ça. On mérite mieux en tant que Français. Mais à partir de l'époque où il est président de la République, à partir de l'époque où on sort de l'ère gaulienne, la France est devenue une grande puissance moyenne. Mais si on y réfléchit bien, euh, on aurait pu rester une puissance moyenne pendant toute notre histoire. Or, ça n'a pas été le cas. Et les rois de France, grâce à leur détermination, grâce à leur passion, grâce à leur volonté, ont réussi à en faire en sorte que nous soyons plus que cela, que nous soyons à une époque la première puissance européenne, puis que nous fassions partie du concert des grandes nations. Et je pense que nous pouvons redevenir une grande nation à partir du moment où, déjà, premièrement, on le voudra, parce que pour l'instant, on ne veut pas. Hein, l'immense majorité des Français ne veulent pas que la France redevienne une grande puissance. Ils préfèrent rester une puissance moyenne, parce que du coup, ça leur fait peser moins de responsabilités sur les épaules. Donc, à partir déjà du moment où on le voudra, et du moment où nous aurons un chef à notre tête qui à la fois a intérêt et a envie de faire en sorte que nous soyons une grande puissance, pour moi, la France pourra renaître de ses cendres. Voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui. Vous voyez, j'ai pas été très long. Je vois que je suis à entre 11 et 12 minutes de vidéo. Je terminerai en vous enjoignant de nous rejoindre. Alors, vous n'êtes pas obligé d'adhérer au Cercle Richelieu, mais peut-être que vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Aucune pression, hein. Je suis pas en train de vous dire s'il vous plaît, abonnez-vous, vraiment on a un besoin. Simplement que plus il y aura d'abonnés, plus on pourra se faire voir par tous les groupes royalistes, qu'ils soient du royaliste, néo-royalisme, YouTube, type YouTube Underground, tout ça, ou des royalistes traditionnels, et qu'on pourra développer un petit peu cette passerelle dont je vous parlais dans une précédente émission entre tous les royalistes. Ça me ferait plaisir aussi d'avoir des retours par commentaire, même négatifs d'ailleurs, hein, s'il y a quelque chose à changer, vous pouvez nous le faire savoir. Et en tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés, et devenez royalistes. C'était Alexandre du Cercle Richelieu, à très très bientôt.